Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un épisode un peu exceptionnel sur le podcast de Senpai, puisqu'aujourd'hui nous allons revenir sur un événement marquant qui a eu lieu ce week-end au moment où on enregistre, puisqu'il a eu lieu le 12 et le 13 juin pour sa 7e édition. Il s'agit de Jeff Startup et rien de tel que sa présidente pour venir introduire ce podcast. Il s'agit tout simplement de Hortense Deroux. Bonjour Hortense. Bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. Oui, bienvenue en tout cas Hortense. Merci de nous accorder un petit peu de temps pour cette petite introduction puisque nous allons présenter un petit peu la structure et voir ce que vous y faites et aussi apprendre à mieux vous connaître, vous la présidente, et ensuite laisser place au pitch des finalistes qui ont lieu dimanche. Est-ce que vous pouvez, Hortense, vous présenter en quelques minutes pour que l'audience apprenne à mieux vous connaître et ce que vous faites chez Jeff Startup? Merci beaucoup, David. Alors, moi, donc, je suis la présidente de Grandes Écoles au féminin. Grandes Écoles au féminin, c'est une association un peu particulière puisque c'est une association d'associations. On regroupe en fait les anciens élèves de 10 grandes écoles, des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce. Donc, vous avez Centrale, l'ENA, les Ponts, le SCP, les SEC, HEC, INSEAD, Mines, Polytechnique et Sciences Po. Donc, il y a une certaine diversité, on va dire, dans les formations, mais on a en commun voilà, d'être les grandes écoles parisiennes, on va dire, mais ce qui ne veut pas dire qu'on est fermé sur le monde, au contraire, on a une action qui est très ouverte et Jeff Startup est vraiment un des exemples. Donc moi, à titre personnel, je suis avocate, je suis associée dans un cabinet anglo-australien qui s'appelle Ashurst, et l'activité de Jeff est vraiment une activité bénévole. Voilà. Et donc Jeff Startup fait maintenant partie de l'ADN de Jeff, puisque c'est la 7e édition. C'est un week-end entièrement dédié à l'entrepreneuriat féminin. Très bien. Et par rapport à justement ce week-end, comment ça s'est passé? Dites-nous un petit peu et racontez-nous justement cette 7e édition, pardon, comment elle s'est passée? Alors, ça s'est extrêmement bien passé. Donc, au bout de 7 éditions du Jeff Startup Weekend, donc au bout de 7 ans, vous commencez à être un petit peu rodé. Donc, même si ce sont effectivement uniquement des bénévoles, et j'insiste là-dessus parce que c'est ça qui est aussi extraordinaire, il n'y a que des personnes en fait qui donnent leur temps à ces femmes qui viennent présenter un projet en fait en début de week-end. Voilà comment ça se passe. Vous avez des porteuses de projets qui arrivent puisque c'est la seule condition pour venir s'inscrire au Jeff Startup Weekend, c'est d'être une femme et de porter un projet, quel que soit le stade de développement de votre projet. Donc vous avez ces femmes qui présentent, qui pitchent, comme on dit, en début de week-end. Et puis il y a un premier jury en fait le samedi matin qui est à l'écoute de ces pitchs, choisit, retient les projets qui ont, on va D'accord. dire, qui ont le plus convaincu, et ceux qui n'ont pas été retenus s'engagent à rester en fait le week-end avec celles qui ont été retenues pour travailler autour des projets qui ont été retenus. Donc cette année, il y a 8 projets qui ont été retenus, donc une trentaine de pitchs le samedi matin. Il y en a 8 qui ont été retenus, qui ont travaillé tout le week-end grâce à une communauté absolument incroyable qu'on a constituée depuis 7 ans, de coachs, de mentors, de sachants, de grands professionnels qui viennent donner leurs conseils à ces femmes pour leur donner un véritable boost dans leur développement et dans leur envie d'entreprendre. Et à la fin, vous avez les derniers pitchs, donc enfin les 8 pitchs finaux, après ce travail de 48 heures, parce qu'il y en a qui dorment presque pas, et il y a un jury final. Et du coup, les prix ont été attribués à différentes startups qui ont de On a des mémoire. sponsors en fait qui nous accompagnent et donc qui remettent certains prix. Donc on a quatre prix, donc un premier, deuxième, troisième prix, puis un prix impact qui n'a pas forcément enfin, ils ne sont pas dotés de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des prix qui vont avoir une dotation numéraire. Voilà, vous avez un chèque, alors c'est des montants de quelques milliers d'euros, on va dire, et 1000 euros pour les moins dotés et 3000 euros pour les plus dotés. Qui permet du coup de peut-être lancer un début de projet, d'amorcer les premières étapes. Exactement, il y a ça. Et puis il y a aussi, c'est vraiment très important aussi, c'est-à-dire que les prix sont dotés aussi de prestations données par nos partenaires. Donc vous avez un accompagnement juridique, par exemple, de tâches. Vous avez aussi des incubateurs
comme Creative Valley ou Ionis 361 qui offrent en fait de 3 à 6 mois d'incubation. Donc c'est vraiment une opportunité incroyable pour des femmes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, puisqu'elles peuvent avoir accès à cet environnement qui leur permet de se développer. Très clair. Merci beaucoup Hortense pour ces explications qui font une parfaite introduction à la suite et on vous invite, chers auditeurs, à écouter les fameux 8 pitchs dont Hortense vient de parler qui sont les finalistes et on vous laissera deviner qui a gagné. Bon, il n'y a pas beaucoup de mystère puisque normalement dans la description du blog, vous avez vu qui a remporté ces fameux 4 prix. Merci beaucoup Hortense pour cette introduction et votre temps et on souhaite une très bonne continuation pour votre projet et à Jeff, bien entendu. Merci beaucoup David. Au revoir. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle entrepreneuse au micro du podcast et on va parler un petit peu de son projet. Bonjour Manuela. Bonjour. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Qui es-tu, Manuela? Écoute, aujourd'hui, je suis start-upeuse. Je suis entrepreneuse. Je cofonde une entreprise qui s'appelle Atelier Batigny avec Thomas Batigny, mon cofonde. On veut faire du mobilier éco-responsable, personnalisable et multifonction. Avant ça, j'ai été product owner pendant 5 ans et avant ça, j'ai travaillé dans le marketing et le commerce. Ok, très bien. Donc 2 personnes aujourd'hui dans le projet et vous en êtes où exactement? Qu'est-ce que vous proposez du coup chez Atelier Batigny? On est hyper early stage, c'est-à-dire que moi je me lance à temps plein depuis 2 semaines et Thomas, mon cofonde, lui continue son activité en parallèle et là c'était vraiment une très belle, superbe expérience, une immersion dans l'environnement startup chez Jeff. Premier pitch, première sensation géniale. Et donc je suis très contente qu'on mène ce projet. Chez Atelier Batigny, nous on vend des meubles on va commencer par du lifestyle, donc des planches à découper, des étagères multifonctions, personnalisables. Donc personnalisable, ça veut dire que les produits seront gravables. Si tu veux écrire Ginette je t'aime, tu pourras écrire Ginette je t'aime sur ta planche. Et au fur et à mesure du temps, on va proposer de nouvelles features, le choix du bois, le choix des mesures. Et quand on aura suffisamment de cash, on fera des plus gros meubles. Eh ben super, on va regarder ça avec plaisir. Et justement, tu fais partie des finalistes aujourd'hui, donc on enregistre. Tu viens juste de pitcher il y a quelques minutes là. Comment tu l'as vécu ce week-end du coup? Ce week-end très intensément, très intensément et avec beaucoup d'enthousiasme. Je suis vraiment hyper heureuse d'avoir fait ça. C'est comme je disais une première pour moi et je trouve ça hyper excitant. C'est vrai qu'il y a une ambiance bienveillante. Et c'est super agréable et je suis très contente de l'avoir fait. Ok, super. Et du coup, moi j'ai assisté à ton pitch, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu, c'est quoi les grandes prochaines étapes qui t'attendent après ce week-end là à Caton? Alors, les prochaines étapes pour nous, ça va être vraiment de monter la structure. Atelier Batigny, c'est une activité qu'on a depuis à peu près 2 ans, mais entre copains. On fait des meubles sur mesure pour les copains et aujourd'hui, on veut faire des meubles un peu personnalisables. Donc, on va rentrer dans le suite du semi-industriel. Et donc on veut monter la structure, monter un Instagram pour commencer à créer une communauté et tester le marché avec ces produits de lifestyle. Ok, super. Est-ce que vous avez déjà un site internet ou vous avez déjà quelque chose comme ça? From scratch. Ça commence là. Ouais. Ok, du coup. Et alors comment on peut te contacter toi si on veut échanger avec toi sur le projet ou si on est intéressé? Avec grand plaisir sur LinkedIn, Manuela Mokhtaré. Ok, super. Bah écoute, si tu veux bien, je mettrai tout ça en description du podcast. Comme ça, si les gens veulent en savoir un peu plus. Et je pense que j'aurai les informations aussi sur le projet à communiquer. Merci beaucoup. Et ben merci à toi d'avoir pris quelques minutes pour parler avec moi. Et bon courage pour la suite en tout cas. Merci beaucoup. Salut. Salut. Géraldine O'Neill, la fondatrice de Superfood Kid. Bienvenue. Merci. Eh ben bonjour et félicitations à toi en tout cas. Aujourd'hui on est CGF Startup pour cette 7e édition. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui nous écoutent, pour savoir qui tu es? Oui, bonjour. Je suis Géraldine O'Neill. J'ai beaucoup bossé dans l'agroalimentaire. J'ai 15 ans d'expérience dans l'agro. Je suis plutôt passionnée de food. J'ai même monté une boulangerie-pâtisserie aux États-Unis.
Et j'ai adoré cette expérience. Donc entre 2008 et 2017, j'avais ce petit business là-bas. Et puis finalement, j'ai un peu pivoté au niveau du type de business que je voulais lancer à cause de soucis de santé perso et puis de mon second fils. Et là, je me suis dit voilà, que j'avais envie de toujours rester dans la food, mais dans l'alimentation santé. D'accord. Et maman entrepreneuse, du coup. Alors, Maman. Superfood Kids, qu'est-ce que c'est? Raconte. Alors, Superfood Kids a la volonté d'aider les parents à mieux alimenter leurs enfants et de leur apporter tous les nutriments dont ils ont besoin. Gros sujet. Hein. Oui, exactement. Je m'appuie sur la recommandation que l'on a de manger 5 fruits et légumes par jour. On y est bien loin, donc je ne vais pas redire les chiffres que j'ai pitchés, mais voilà, on y est bien loin. On est très très loin. D'ailleurs. Aussi, tu as dit un chiffre qui était éloquent quand moi je t'ai écouté. C'est complètement, seulement 6%. Faible, hein. Oui. Voilà, et c'était les chiffres de 2016 et ça va en décroissant chaque année. Malgré les millions en fait du programme Manger Bouger du gouvernement qui sont mis chaque année, c'est des dizaines de millions depuis 2000, les années 2000, et finalement ils n'arrivent pas à renverser cette tendance. Donc l'idée avec Superfood Kids, c'est d'apporter le premier complément alimentaire 100% naturel. Il n'y a que des fruits, il n'y a que des légumineuses et des légumes dans la solution. D'accord. Ça va permettre d'apporter environ 2 à 3 portions déjà des fruits et des légumes recommandés par jour. Ensuite, l'enfant aura à compléter, bien sûr, parce que l'idée, c'est pas qu'il se contente de Superfood Kids, mais qu'il ait envie de compléter son alimentation. Et ça, comment on va le faire? Grâce à un programme ludo-éducatif, voilà, des petits quiz, des choses comme ça, pour l'encourager, lui faire découvrir en fait le potentiel des aliments de façon ludique, et afin qu'il devienne lui-même acteur de son alimentation. Très clair. Et d'accord. Du coup, concrètement, comment ça se représente en fait? C'est un mélange donc en poudre que l'on mélange à de l'eau ou un lait végétal. L'enfant va checker et il va prendre son petit snack à boire. C'est quelque chose de nomade qui est facile, pratique pour les parents et les enfants. Alors pourquoi en poudre et pourquoi ce format déshydraté pulvérisé? C'est parce qu'il conserve 95% des nutriments des produits. Ce sont des produits bruts qu'il y a dedans. Le séchage des aliments contrôlés à faible température, c'est quelque chose qui existe depuis des milliers d'années et qui permet de conserver les aliments. Il faut savoir que quand nous, on cuit des légumes, on va faire évaporer, se dégrader en fait toutes les valeurs nutritionnelles qu'ils contiennent à partir de 40 degrés. Donc comme je disais, ça passe à la poêle, ça passe au four, il n'y a quasi plus rien dedans. Donc c'est très important aussi de se dire que nos enfants mangent des ingrédients qui ont gardé toutes leurs propriétés nutritionnelles. Super intéressant, Géraldine. Et du coup, tu en es où dans ton projet? Alors, je suis en train de développer un prototype avec un fournisseur. J'ai interrogé un deuxième fournisseur parce que c'était pas très satisfaisant ce que j'avais. Donc voilà, je suis en plein dans cette R&D. recherche, voilà, R&D et l'identification du bon fournisseur qui pourra me faire la bonne recette. Et aussi, je cherche des partenaires. Je travaille avec des nutritionnistes, mais on n'est pas encore partenaire. Donc voilà, toute cette recherche d'associés, c'est une phase vers laquelle je vais devoir aussi aller. Eh ben, écoute, on te souhaite bon courage pour la suite et pour peut-être les gens qui seraient intéressés. À partir de quand on va pouvoir acheter ton produit? Quand est-ce que tu vises J'espère l'année prochaine. D'accord. Donc l'idée, c'est de faire un lancement l'hiver prochain. Voilà, au moment où on a le plus besoin de tous ces bons nutriments quand il fait bien froid et voilà. Eh ben super, bon courage Géraldine O'Neill, fondatrice de Superfood Kids. On te souhaite bon courage. Merci à toi. Salut. Au revoir. Et Sophie Pécou, fondatrice de Derchef. Bonjour Sophie. Bonjour. Bienvenue. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour Bien savoir sûr. un peu qui tu es? Ouais, avec plaisir. Donc moi, c'est Sophie Pécou. Je suis la fondatrice de Derechef, qui est un projet d'impact environnemental pour réduire les emballages jetables dans la restauration emportée. Et je suis jeune diplômée, formation ingénieur, avec une spécialisation en innovation. Et du coup, à la fin de mes études, je me suis dit qu'il fallait agir et j'ai décidé de me lancer. Donc depuis septembre 2020, je travaille à plein temps sur Derechef et j'espère pouvoir avoir beaucoup d'impact avec ce projet. Eh ben super. Et du coup, Derechef, explique-nous un petit peu en quelques Bien minutes sûr. Quel est le concept? Oui, alors Derechef aujourd'hui, c'est vraiment pour objectif de promouvoir l'utilisation du réutilisable dans la restauration à emporter.
en essayant de changer un peu des modèles de consignes qui sont des solutions existantes, mais qui peinent un petit peu à conquérir le marché et à vraiment se déployer pour avoir de l'impact. Et du coup, là, l'objectif, c'est d'essayer de décentraliser un petit peu qui fait l'effort, puisque je suis persuadée que c'est le consommateur et c'est nous, en tant qu'individus, qui allons pouvoir changer les choses pour demain. Faire Et bouger les lignes. ouais, exactement, c'est à nous de nous responsabiliser. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'encourager le consommateur à faire un geste responsable en amenant son contenant directement au restaurant. Parce qu'en fait, c'est la solution la plus simple pour que demain, on puisse passer directement au jetable. Et l'idée, c'est vraiment de donner la structure à cette démarche en facilitant l'accès aux restaurants qui acceptent de remplir les contenants réutilisables qu'amènent directement les consommateurs et d'essayer d'encourager la démarche au-delà de la sensibilité environnementale avec un gain financier, avec des avantages qui sont négociés directement avec les restaurateurs pour que on récompense ceux qui font l'effort et on essaye de toucher au-delà des gens qui sont déjà très sensibles une population qui a peut-être besoin d'un petit peu plus de motivation de façon à avoir un maximum d'impact au niveau des déchets jetables de la restauration emportée. D'accord, très clair. Alors du coup, concrètement, moi, je suis quelqu'un qui veut aller dans tel restaurant. Je vais sur la plateforme de Rechef Tout à fait. et je vois en fait le réseau dans lequel je peux amener ma petite popote, moi, finalement, et remplir mon repas Exactement. comme ça. Tout à fait. En gros, sur la plateforme de Rechef, tout le monde a accès à la liste des restaurants partenaires qui s'engagent dans une démarche de réduction des emballages jetables et qui vont accepter de remplir les contenants des utilisateurs. Les offres, quant à elles, sont réservées aux membres de la communauté des Rechefs. C'est un avantage qu'on offre à nos abonnés, qui est extrêmement rentable, puisque finalement, avec les restaurateurs aujourd'hui partenaires, en mangeant une fois par semaine chez un partenaire, vous gagnez de l'argent déjà à la fin du mois. D'accord. Donc il y a un avantage en plus écologique, mais aussi un pécunier, quoi. On Exactement. gagne vraiment sur le Ouais. portefeuille. Tout à fait. Effectivement. C'est vraiment l'objectif de faire comprendre aux gens que déjà le geste responsable est simple finalement, et surtout qu'en fait tout le monde a quelque chose. Enfin, on gagne tous à faire cela. Le restaurateur, il a moins d'emballage qui lui coûte extrêmement cher. C'est pour ça qu'il peut se permettre de faire une offre aux Oui, clients il y a qui aussi ça. Effectivement, Exactement. Ça lui fait moins de vaisselle, moins de Exactement, moins de carton. ça coûte très très cher. Encore plus les alternatives aujourd'hui dites écologiques, qui sont bien plus chères que le plastique. Donc en fait, c'est des coûts vraiment énormes qu'il est tout content de redonner en fait au client, qui est vraiment son cœur de métier. L'emballage, c'est pas, ça l'intéresse pas. Du coup, ça lui fait moins d'emballage, ça lui fait moins de logistique, ça lui fait moins de stockage. Moins de Donc lui, coûts. il a vraiment tout à gagner. Et le consommateur aussi finalement. Et là, aujourd'hui, les restaurateurs avec qui tu échanges déjà, comment ils le perçoivent, cette proposition? Est-ce qu'ils sont sensibles à ça? Oui, j'ai été très surprise et très agréablement surprise de voir que, en tout cas au niveau de la sensibilité environnementale, les restaurateurs sont très Il y a ouverts. quelque chose qui commence à se faire. Exactement. Déjà parce qu'ils ont beaucoup switché du plastique vers du carton ou Du bambou. exactement. Des autres Ce matériaux. qui est, malheureusement, on n'a pas le bon tri ou des limites dans les processus de recyclage qui font que c'est pas une solution en soi. Mais bon, ça montre déjà une certaine sensibilité à l'impact environnemental, tout simplement. Et surtout, en fait, comme je viens de te le dire, eux, on leur demande rien et on leur apporte tout finalement. Eux, ça leur permet de se différencier, ça leur permet de fidéliser les clients, Absolument. ça leur permet simplement vraiment de réduire. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de logistique, j'ai moins de stock, mes coûts ils sont directement dans mes clients, j'ai un vrai retour sur investissement. Donc finalement, ceux aujourd'hui il y en a qui nous disent non, hein, bien Oui, il y en a, évidemment, ils doivent être tout à fait. réticents Ouais, un peu à tout à l'innovation. fait. Majoritairement, c'est soit parce que avec le Covid, ils avaient lancé la vente emportée mais ils décident d'arrêter, soit parce que en fait, il y a vraiment cette absence de sensibilité environnementale. D'accord, très clair. Mais c'est très agréable de voir que les gens sont quand même conscients. La grande C'est partie. en fait, c'est le premier pas pour qu'on puisse changer les choses. Ok. Et j'avais noté que c'était disponible en région parisienne, Paris principalement pour l'instant. Et quelles sont un peu les grandes étapes là, du coup, de Rechef l'année prochaine? Alors, oh là là, il y a plein d'étapes d'ici l'année prochaine, mais c'est vrai que là aujourd'hui on est présent dans le 13e, à Paris, sur une zone vraiment en pré-lancement pour commencer
a validé notre système et donc c'est ouvert à tous les consommateurs qui veulent se lancer dans la démarche sur place. Les restaurateurs sont super, une cuisine vraiment top. Là, l'idée, c'est vraiment de densifier un petit peu notre présence sur Paris. À partir de points plutôt névralgiques. C'est-à-dire que là, on avait commencé par un réseau de restaurateurs et là, on va aller chercher directement plutôt des pôles d'entreprises, des pôles de consommateurs pour pouvoir venir développer le réseau autour. D'essayer d'inverser un peu la stratégie qu'on a eue au début pour tester ce qui fonctionne le mieux. Et donc là, l'idée, c'est de venir dans des zones un peu où il y a une forte consommation de vente à emporter, créer des petits réseaux. Et une fois que le maillage exactement, une fois qu'on aura ces petits réseaux, l'idée c'est de venir simplement densifier les zones au milieu qui sont, mailler les zones au milieu qui sont moins denses, mais qui, il y a toujours des gens qui consomment à emporter. C'est toujours des gens des lieux où les gens habitent, même s'ils travaillent dans ces zones denses, et donc ils veulent pouvoir utiliser le service le soir chez eux, le week-end. Donc c'est vraiment d'aller vers ces zones qui sont moins prioritaires, mais qui vont permettre finalement d'offrir le service à tout moment, à tous les consommateurs. Ok. Du moins parisiens dans un premier temps, et ensuite les grandes villes, puisque c'est quand même là, il faut quand même une consommation de vente à emporter assez significative pour que oui. ce soit intéressant. Bien sûr. À la fois au niveau impact et à la fois au niveau gain financier pour le consommateur comme pour le restaurateur. Donc c'est vraiment les métropoles qui sont les cibles principales en France et à l'international finalement. Il faut bien commencer quelque part de toute façon. Exactement. Et justement, peut-être prendre une petite minute pour parler de ce week-end. Oui, bien sûr. Comment tu l'as vécu ? Là, tu viens de pitcher il y a quelques minutes. Ouais. Voilà, raconte-nous un petit peu. C'était intense. C'est vraiment super de voir que des gens avec que je connaissais pas hier matin, ont passé des heures et des heures et des heures à m'aider à travailler sur mon projet. Et c'est incroyable de voir l'engagement et la bienveillance qu'il y a. Et en fait, ce que l'intelligence collective peut faire, même si ça ne se voit pas forcément sur ce qui sort maintenant, sur le nombre d'idées, simplement de challenges qui ont été apportés par tous mes coéquipiers et coéquipières. J'ai du travail pour les 6 prochains mois, ne serait-ce qu'à digérer tout ça et à essayer de l'intégrer dans la proposition de valeur de DeRechef. Eh ben super, on a hâte de voir la suite en tout cas, Sophie. Moi aussi. On te souhaite une bonne continuation avec DeRechef et on mettra tous les liens de ton projet en description. Super, merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Une nouvelle entrepreneuse qui commence son aventure, puisqu'il s'agit de Kim Salmon, de Camille Sans Tabou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases, une petite minute, comme ça, pour savoir qui tu es un petit peu ? Alors, je m'appelle Kim, j'ai 32 ans. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. On entreprend de père en fils, de fille en fils. De mère en fille. Voilà. C'est ça. Et aujourd'hui, je suis la coordinatrice de l'association Kiki à Paris qui organise différents types d'événements pour lutter contre la précarité et l'isolement de nos chers seniors. D'accord, super. Alors du coup, tu as un projet aujourd'hui que tu as commencé à faire bien fructifier lors de l'événement Jeff Startup. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, notre objectif, c'est d'aider les seniors à trouver la passion d'un soir ou la passion d'une vie via des événements. Donc ça va être des ateliers, des after-work. Et pour ceux qui sont le moins à l'aise, on va leur proposer des coachings individuels ou en groupe. Ok, comment c'est venu cette idée en fait ? Aujourd'hui, il y a 1,8 million de célibataires de plus de 50 ans à Paris. Ah, j'aurais pas dit autant, effectivement. Voilà, parce que le taux de divorce à la retraite est assez important. Et donc, malgré le fait qu'il y ait énormément de structures qui existent, dont des réseaux comme Mythique ou des associations pour les seniors, ils ne sont pas dans cette démarche forcément de rencontrer l'amour. Donc, nous, on veut les aider de façon plus naturelle à rencontrer la personne pour une nuit ou pour la vie. D'accord. Et par rapport à ce projet-là, tu penses qu'il y a des freins comme ça ? Parce qu'effectivement, ça peut être un peu tabou comme sujet. Dans la société encore aujourd'hui, comment tu le sens les choses ? Alors il faut savoir qu'il y a quand même 95% des seniors qui pensent qu'on peut toujours tomber amoureux ou avoir une vie sexuelle épanouie après la retraite, qu'il n'y a pas d'âge, que plus de 20% des seniors ont encore une vie sexuelle ou une relation
sexuelle par mois. Enfin voilà, il n'y a pas... C'est des gens qui restent normaux en fait. Bien sûr. Qui ont besoin de se détendre, qui ont besoin de retrouver des gens et qui s'épanouir pour en fait finir leur fin de vie de manière agréable. Oui, c'est ça, et qu'on n'est pas dans le stéréotype Voilà. de la personne On veut gravataire casser, c'est qui soit au crochet des gens. Voilà, on veut effectivement. casser ces préjugés sur les personnes seniors. Eh ben super. Alors du coup, tu as parlé un peu de coaching. Du coup, ça représenterait quoi comme autre service? Alors c'est un coaching en développement personnel, donc il faut retravailler l'estime de soi-même parce que c'est des gens qui ont vécu des choses peut-être difficiles, des divorces difficiles ou ils ont été un peu le fait de vieillir aussi. Et qui ont un déficit de confiance en eux. Voilà, c'est important. d'estime d'eux-mêmes, c'est ça. Et donc on leur réapprend à s'aimer, à s'apprivoiser, à s'habiller pour draguer et aussi comment on apprend à draguer et les différentes étapes. Ok, et alors du coup, quelles sont un peu les étapes là, qui vont arriver prochainement? Comment tu vois les choses dans le projet? Alors moi, mon objectif, ce serait de lancer les premières sorties en septembre. Mhm. Donc lancer une sortie par semaine, accompagner une trentaine de personnes, on va dire, dans les premiers mois. Et l'objectif, c'est d'en avoir accompagné 350 en un an et d'avoir créé au moins une trentaine de matchings minimum. D'accord, donc du coup, comment ça se concrétiserait dans ta vision? Ça serait un En site, gros, ça serait une application? la personne arrive à notre événement, D'accord, on lui demande son nom et qu'est-ce qu'elle recherche. Est-ce qu'elle recherche le plan d'un soir ou le plan d'une vie ou un entre-deux? bien sûr. Ensuite, on fait une sorte d'ice-breaking pour que les gens se connaissent et déjà qu'ils aient une vision de qui fait quoi, qui est qui dans la vie. Ensuite, ils font l'activité et ils nous disent à la fin, j'ai envie de revoir telle ou telle personne. Autre chose, même si on a un site internet où on propose des événements, l'idée c'est d'accompagner des personnes qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. Donc en fait, on va donner des flyers, on va passer par des associations et les personnes vont nous appeler pour pouvoir participer aux événements. Eh ben, écoute, beau projet en tout cas. J'espère Merci. que ça va se concrétiser. Moi aussi. On sent que tu as pas mal de choses à faire encore jusqu'à septembre. Et on te souhaite bon courage en tout cas pour la suite, Kim. Et on mettra toutes les informations concernant ton projet. Et si on veut te contacter, ton LinkedIn, justement, pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup. Merci à toi. J'ai une nouvelle entrepreneuse au podcast. Il s'agit d'Ariane Pardet de Ménorebelle. Bonjour Ariane. Bonjour David. Enchanté et bienvenue sur le podcast. Est-ce que en quelques phrases, tu peux te présenter déjà pour qu'on sache qui tu es? Oui, donc moi je m'appelle Ariane, j'ai 36 ans et moi j'aime bien me définir comme une slasheuse. C'est-à-dire que je fais beaucoup de choses. J'ai mon travail de chef de projet digital. À côté de ça, j'ai un projet sur la ménopause. Et puis, je m'occupe de mes enfants et de mon conjoint. Ouais, voilà, je fais beaucoup de choses, je trouve. Donc, maman entrepreneuse. Alors raconte-nous un petit peu. Aujourd'hui, on est à l'événement Jeff Startup pour sa 7e édition. Déjà, comment ça s'est passé? Raconte-nous un petit peu ton week-end. Ça s'est très bien passé. C'était vraiment une expérience intense qui m'a permis de bien avancer, bien réfléchir sur ce projet. Et j'étais super heureuse d'être sélectionnée parmi les projets sur lesquels on allait travailler. En fait, c'était vraiment mon objectif. Donc, objectif atteint, j'étais ravie. Eh ben, effectivement, parce qu'il y avait plus d'une trentaine de projets hier. Et là, aujourd'hui, vous êtes 8 finalistes. On va bientôt avoir les résultats. Et du coup, qu'est-ce que c'est que Ménorebelle? Raconte-nous un petit peu. Alors, Ménorebelle, en fait, c'est une application mobile pour aider les femmes à mieux vivre leur vie au moment de la ménopause. Parce que la ménopause, donc je ne sais pas si tu connais David, mais... Je ne l'ai pas vécu personnellement. Non, mais ça peut être ta mère, oui. voilà, etc. En fait, c'est très, très méconnu sur plusieurs aspects. Le premier, c'est que tout le monde imagine que c'est un peu un truc de vieille, alors que c'est quand même à 50 ans que ça concerne les femmes. La deuxième chose, c'est que pas grand monde ne sait qu'avant la ménopause à 50 ans, il y a une période de, on va dire, 5 ans, pendant lesquelles les femmes ont encore leurs règles, mais elles ont déjà les symptômes de la ménopause. Donc quand on ne sait pas ça, on ne peut jamais se dire « Ah tiens, mais ces douleurs que j'ai, ce problème que j'ai, ça peut être lié à la ménopause ». Et la troisième chose qui n'est pas connue sur la ménopause, c'est tout ce qui concerne les traitements. Parce que c'est un sujet un peu délicat aujourd'hui, les médicaments, les hormones, etc. Et donc, ce qui est porté au grand public n'est pas forcément la vérité evidence-based medicine. Donc, quand ma mère a été concernée par la ménopause et que j'ai constaté ça,
je me suis dit non mais c'est pas possible, moi je vais faire quelque chose. C'était un moment, j'avais un peu un temps mort au travail. Et donc voilà, j'ai créé un site internet et des années plus tard, j'ai commencé des réseaux sociaux sur le sujet. Ok, donc concrètement, en fait, qu'est-ce que tu proposes à ces C'était ça la personnes question, oui merci. qui viennent s'inscrire? Par exemple, une personne sur deux va être concernée dans le monde. Donc comment ça se passe? Et donc effectivement, Ménorebelle, c'est une application mobile avec 3 services. Le premier, c'est de l'information, donc je le redis, mais scientifiquement prouvé, des données qui viennent des sociétés savantes de ménopause françaises et internationales. Donc, on va venir essayer d'en savoir un peu plus sur ce qui va nous arriver ou ce qui est en train de nous arriver. Pour savoir, en fait, pour comprendre ce qui va arriver, et voilà, une fois qu'on a la connaissance, on peut agir. Le deuxième aspect, c'est l'aspect communautaire, pour échanger avec d'autres femmes sur 2 aspects. Le premier, pas se sentir seule, parce que ça c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Et le deuxième, c'est pouvoir échanger des astuces et des solutions. Bien sûr, donc il y a un aspect communautaire, où on va pouvoir échanger aussi avec les gens de Ménorebelle. Et le troisième aspect, ça sera un aspect de suivi des symptômes pour pouvoir lister ces symptômes et tout ce qui peut avoir une action sur les symptômes, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'hygiène de vie, est-ce qu'on a fait du sport, est-ce qu'on a mangé, est-ce qu'on a bu de l'alcool, mais aussi le niveau de stress par exemple, ou encore les médicaments. Bien sûr. Voilà, et donc une fois que tout ça, on a une espèce de vision un peu analytique, il y a 2 choses. Premièrement, on peut vraiment réaliser ce qui se passe. C'est une chose de dire j'ai des bouffées de chaleur. C'est une autre de voir que j'en ai 18 par jour, 20 jours par mois. Je le dis au hasard. Et puis deuxièmement, ça fait quelque chose de concret pour aller voir son médecin. Parce que pareil, son médecin, quand on lui dit j'ai des bouffées de chaleur, c'est pas la même chose. Quand on lui dit j'ai ça m'arrive à telle fréquence. Et vraiment, ça, c'est ce que je veux. Vraiment détaillé. Oui. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Eh ben, super projet en tout cas, Ariane. Et quelles sont un peu tes grandes étapes là, qui vont arriver? Là, je suis en train de travailler sur le MVP, donc une première version allégée, pas avec toutes les fonctions. Et puis, donc, tout est encore dans les cartons pour l'instant et demande qu'à exploser, à s'ouvrir au grand public. C'est ça. Et après, j'avoue, je me laisse un peu porter par là où le projet va m'emmener, les rencontres, voilà. Eh ben, écoute, j'espère que ce week-end-là t'aura apporté, comme tu l'as dit, énormément de réflexion autour de ton projet, que ça t'a permis de gagner des précieux mois et en réflexion. Et écoute, on te souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Et on mettra toutes tes informations liées à ton projet, donc Ménorebelle, en description du blog du coup et du podcast. Super, très bien. Bonne continuation, Ariane. Merci beaucoup. Parmi nous pour ce week-end de Jeff Startup, Hélène Gerby de Golden Girls. Bonjour Hélène. Bonjour, ravi d'être ici. Plaisir partagé. Est-ce que tu peux commencer par te présenter peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas? Raconte-nous un petit peu ton histoire. Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Hélène. Avant de partir pour cette nouvelle aventure entrepreneuriale, j'ai travaillé pendant 5 ans dans le luxe, plus spécifiquement dans la cosmétique. Et donc aujourd'hui, c'est une nouvelle aventure, une grande envie de changement et de partir découvrir un peu des nouveaux sujets. Mais je pense qu'on va avoir le temps d'en parler un petit peu plus. Absolument. Du coup, on se rencontre aujourd'hui, Hélène, dans le cadre du week-end marathon de Jeff Startup 7e édition. Comment tu l'as vécu? Ouais, c'était extrêmement riche. Honnêtement, je m'étais inscrite au départ. Je m'étais dit, ça peut être pas mal pour me tester, etc. J'étais même pas rentrée spécialement dans le détail. J'avais une vague idée de ce qu'était un peu un startup week-end. Mais en fait, waouh, c'était intense. Oui. Ça, c'est sûr. Je m'attendais peut-être pas. C'est le mot qui revient souvent. Oui, je pense que, à mon avis, c'est le meilleur mot pour décrire l'expérience parce que je pense que c'est intense aussi bien du point de vue quelque part de la charge de travail, mais aussi intense du point de vue des émotions et des rencontres. Mais très belle expérience en tout cas. Et qu'est-ce que ça t'a apporté du coup dans ton projet? Est-ce que tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire avant? Tu vas nous en parler après. Mais... alors oui, moi je suis rentrée dans ce week-end avec une idée quand même assez avancée. Ça fait à peu près 6 mois que je travaille déjà sur mon projet, puisque c'est encore un projet aujourd'hui. Mais on va dire que là, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment cette idée d'intelligence collective, parce qu'en fait, je porte seule ce projet. Donc, je pense que c'était une chance inouïe de pouvoir justement confronter l'idée, échanger, et puis vraiment avoir des points de vue aussi variés. Ouais, super. Écoute, maintenant, on en a un peu évoqué un peu le sujet, mais
parle-nous un peu de Golden Girls, ton projet. Qu'est-ce que tu fais? Alors Golden Girls, c'est une plateforme de formation à l'investissement à destination des femmes. En fait, notre mission, c'est vraiment de rendre l'investissement plus inclusif et le démocratiser. Parce que le constat, en fait, derrière, c'est qu'aujourd'hui, encore trop peu de femmes investissent. 73% des femmes voudraient investir, mais finalement, le résultat, c'est que ce sont seulement 13% des femmes qui Donc investissent. elles ne font pas le pas. Exactement. Donc il y a un Alors que moment les donné, hommes, tout plus. à fait, tout à fait. Les hommes aujourd'hui, je ne vais pas citer trop de statistiques, mais c'est 37% d'hommes environ qui investissent. Donc il y a ce que les un vrai Américains ont déséquilibre. bien appelé le gender investing gap, et en France, on n'a en fait pas de traduction. Pourquoi? Aussi parce que finalement ce phénomène il est peu pensé, il est peu considéré. Donc dans le débat médiatique il y a une place de plus en plus importante et c'est tant mieux au sujet des écarts de salaire. Mais en revanche je pense qu'il est aussi important qu'on ouvre cette discussion plus large des inégalités finalement face à l'investissement qui aboutissent même à des inégalités de richesse et de capital. Donc c'est une grande discussion je pense plus global. Ouais, c'est très sociétal comme Tout à fait. sujet de fond. Et justement, pour les gens qui nous écoutent, donc particulièrement les femmes, qui peut justement s'adresser à toi ou s'ils se posent des questions sur est-ce que je peux investir et qu'est-ce que ça veut dire s'investir? Bien sûr. Alors l'idée justement c'est que les femmes, toutes les femmes, alors bien sûr j'ai conscience, l'investissement ça va pas parler avant un certain âge. Je pense qu'avant 25 ans, avant les premières rémunérations, c'est clairement pas dans l'ordre de nos priorités. Mais je pense qu'à partir de 25 ans, il y a beaucoup de femmes qui rentrent dans ce moment de réflexion où elles se disent voilà, j'ai une rémunération, je suis indépendante, je gagne ma vie, mais ensuite, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que je fais de cet argent? Comment je l'utilise à la fois pour moi, pour ma sécurité financière, mais aussi potentiellement pour impacter positivement Bien la sûr, société. Parce que c'est absolument. aussi ça le message, c'est de se dire que l'argent, le levier de l'argent, c'est aussi une manière d'avoir de l'impact. Et ça c'est quelque chose de très important, mais qui est dur d'ailleurs à construire et qui reste à construire parce que il y a encore, mais c'est encore un débat plus vaste, mais en France, un vrai sujet sur l'argent. L'argent qui est vu comme quelque chose de sale, de négatif, et c'est encore plus prégnant chez les femmes. Donc il faut déconstruire un peu tout ça pour qu'on ait une image plus valorisante aussi de ce que c'est investir et de ce que c'est être une investisseuse. D'accord, et justement, toi, par rapport à tes retours déjà, des gens, j'imagine que tu as posé la question, Oui. tu as même maturé un peu la question. C'est quoi les premières réactions quand tu présentes le projet, notamment à des femmes ou même à des populations hommes qui, du coup, sont de l'autre côté? Alors, les premières réactions sont plutôt enthousiasmantes, parce que, voilà, moi, en premier lieu, j'ai partagé avec des femmes assez proches de mes premiers cercles, etc. Et je me suis rendu compte déjà de la multiplicité des sujets. Beaucoup de femmes beaucoup d'amis avaient des sujets sur, voilà, moi, je n'ose même pas vraiment acheter mon premier bien immobilier. Moi, je reçois une épargne salariale, mais je ne sais vraiment pas comment la gérer. Donc, en fait, c'est plein de... Enfin, on y dira en lexique entrepreneurial, plein de pain points différents. Et tout ça, je pense que ça converge vers ce même sujet de la complexité à aborder cette même notion finalement d'investissement, puisqu'on peut parler d'investissement au sens plus large pour tous ces éléments. Et concernant les hommes, j'ai beaucoup... Enfin, voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont aussi très sponsors du projet. Il y a aussi beaucoup de surprises d'abord, parce que je pense que ce sujet-là, s'il est bien connu, s'il est plutôt bien couvert, je dirais, on va dire dans le monde anglo-saxon, il l'est certainement beaucoup moins en France. Donc il y a de la surprise. Il y a de la surprise, mais il y a aussi un vif intérêt. Donc voilà. Après, j'ai conscience que c'est pas toujours évident en France d'aborder des sujets par l'angle du genre. On n'est pas tous prêts et prêtes. Donc il y a aussi ce point-là, et c'est un point que je dois prendre en compte aussi dans ma manière de présenter le projet. Eh ben, super Hélène, en tout cas on te souhaite toute la réussite et que tu atteignes tes objectifs en tout cas dans ta mission. Et justement, où est-ce que tu en es, toi, dans la construction de ce projet? Ça fait 6 mois, là, tu nous disais que tu as commencé à réfléchir.
c'est quoi les grandes étapes qui viennent après là? Oui. Alors, les grandes étapes, donc là aujourd'hui, et je pense que ce week-end va être un vrai coup d'accélérateur, que ce soit aussi bien en termes de moyens que de dynamisme et d'énergie. Les prochaines étapes, ça va être la commercialisation d'une première version du produit, ce fameux MVP, parce que maintenant je m'y mets avec les termes. Minimum Viable Voilà, Project. exactement. Et donc, mon objectif, c'est de pouvoir le commercialiser d'ici 1 à 2 mois. Voilà, toujours Donc, avec... ce sera pour la rentrée. Tout à fait. Donc, Idéalement, c'est on pour la surveillera les rentrée. réseaux. Voilà. Et je pense que c'est une grande étape, puisque c'est aussi, finalement, l'entreprise prend vie à partir du moment où on a aussi quelque chose à vendre. D'accord. Et toujours pour aujourd'hui, tu es toute seule dans le projet? Oui, tout à fait. Je suis toute seule, mais c'est vrai que l'idée qui émerge de plus en plus, c'est quand même de me faire entourer Bien sûr. de mentors. J'ai beaucoup de personnes qui ont de très belles carrières, qui montrent un vif intérêt pour le projet, et je pense que j'aurai beaucoup à y gagner, et ça va être aussi extrêmement stimulant pour moi de pouvoir échanger avec Bien elles sûr. ou avec eux, et de les impliquer davantage dans le projet. Voilà. Eh ben, super. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, Hélène, de nous parler un petit peu de ton histoire et de ton combat du quotidien à partir d'aujourd'hui. Et on mettra toutes les informations liées à ton projet en description du podcast. Si tu Un veux grand merci, c'était un plaisir de partager. Merci beaucoup. bien. Salut, Hélène. Priyanka Raju de Ajna, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. Eh ben, ravi de te recevoir, Priyanka. Est-ce que tu peux te présenter pour les Oui. auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore? Oui, alors je m'appelle Priyanka Raju, je suis ingénieure BTP de formation et voilà, j'ai toujours été intéressée par l'entrepreneuriat et là ça fait 2 ans que je suis diplômée et que j'ai commencé à travailler dans le milieu qui m'a toujours intéressée, qui est l'aménagement urbain d'écoquartiers. Je m'intéresse beaucoup au développement durable lié avec le BTP. Avec le confinement, il y a de nouvelles problématiques aussi qui se sont levées, notamment le télétravail auquel j'ai été confrontée, et beaucoup de personnes dans mon entourage ont aussi été confrontées. Il y a beaucoup d'ingénieurs dans mon entourage. Donc c'est vraiment global, quoi. Il y a vraiment un sujet. Ah oui, et en plus j'ai de la famille aux US, en France bien sûr, en Inde, et donc voilà, j'ai vraiment pu... Donc, tout le monde était en télétravail, bien sûr, avec la pandémie. Et il y avait un problème. Et voilà, ça m'a travaillé. Moi aussi, j'avais ce problème de... On est tous chez nous. On est censé travailler depuis chez nous. Mais qui a un bureau chez soi pour pouvoir travailler? Qui a l'espace, qui a le matériel? Qui a l'espace, c'est ça? Personne, en fait. J'ai un cousin aux États-Unis qui lui a déjà, où le télétravail est déjà très démocratisé. Toujours un cran d'avance, ces Américains. Exactement, surtout à la Silicon Valley, parce qu'il est ingénieur là-bas. Et du coup, bon, pour eux, c'était pas trop un souci. Mais pour tout le reste du monde, c'était vraiment un choc, quoi. Surtout que ça s'est fait du jour au lendemain. Ouais, il n'y a même pas eu une semaine de battement. Hein. Exactement. Et du coup, les personnes n'ont pas eu le temps de se préparer à ce nouveau mode de travail qui était vraiment impensable. En plus, en France, voilà, avec les lois Macron, les ordonnances Macron, on commençait à avoir une possibilité de télétravail avec l'avenant sur le contrat, mais c'était super rare, quoi. Bien sûr. Et du coup, c'est comme ça qu'est venu le projet? C'est comme ça qu'est venue l'idée, oui. C'est vraiment de me dire, en fait, il y a clairement un besoin. Alors du coup, raconte-nous, qu'est-ce que tu proposes justement dans ton projet pour résoudre ce vrai fléau là qu'on vit en ce moment? C'est ça. Alors moi, du coup, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes avaient besoin en fait d'avoir un espace où ils pourraient travailler chez eux, et qu'une fois qu'ils sortent de cet espace-là, de la même manière que quand on sort du bureau physiquement, on a fini avec le bureau, en fait, il y a une coupure, et retrouver ce sentiment, en fait, ce sentiment de séparation physique, en gardant le télétravail, parce que le télétravail a des bienfaits quand même incroyables, donc la flexibilité d'horaire, etc. Mais il y a le problème de l'espace. Où est-ce qu'on va mettre ce bureau dans un 40 mètres carrés à Paris, quoi. Et donc du coup, avec Ajna, tu résous ça? Tu proposes des bureaux? Alors, avec Ajna, du coup, ce qu'on propose, c'est un bureau. Vraiment, un bureau qui fera 2 mètres carrés, voilà, 1 mètre sur 2 mètres, qu'on peut installer chez soi. Qui sera que soit on peut acheter par nous-mêmes, soit que si votre entreprise
louent des cabines Ajna, ils pourront vous les fournir D'accord. gratuitement pour vous, donc. Donc aux frais de l'entreprise. Aux frais de l'entreprise, exactement. Et donc, vous avez votre bureau avec une séparation physique, avec une isolation acoustique, toute l'alimentation que vous avez besoin. On crée son environnement de travail chez soi. On recrée un bureau chez soi. Et une fois qu'on a fini de travailler, on peut ranger ce bureau. Donc, c'est un bureau qui est escamotable, qui se plie. Et une fois qu'il est plié, il n'occupera plus que l'espace occupé par une étagère chez vous, par exemple. Bien sûr. Super ingénieux. Et du coup, vous commencez déjà à avoir des demandes ou, comment les gens réagissent quand tu leur proposes ce projet-là déjà? Alors, ils sont super contents. Hein. Déjà, ils disent non mais oui, moi j'en ai marre de travailler dans mon canapé. J'en ai marre de travailler dans ma cuisine, de travailler sur un tabouret. Et même, il n'y a pas... Les gens, j'ai remarqué qu'ils prennent pas forcément l'initiative d'acheter, du coup, de dépenser leur propre argent pour acheter une chaise de bureau, parce que ça coûte super cher aussi, un bureau, voilà. Et donc, ils acceptent. Peut-être quelque chose qui durera qu'un temps, peut-être. Parce oui, que voilà. Les entreprises, on ne sait pas si elles vont maintenir le télétravail à terme non plus. Donc, c'est du réaménagement qui peut être un investissement perdu. Oui, c'est ça, exactement. Mais le problème est là, et ils ne veulent pas non plus arrêter le télétravail. C'est pas même l'inconfort n'annule les empêche pas de voir les bénéfices du télétravail. Exactement. Donc là, c'est vraiment un produit qui va pouvoir rassembler le meilleur des deux mondes, en fait. Et justement, t'en es où là, du coup, dans le projet? Alors, en fait, moi, cette idée, elle est très nouvelle, du coup. Franchement, j'ai eu l'idée là en janvier. Et depuis, j'essaie de un peu tester l'idée, de voir si ça intéressait les personnes, quel type de personnes ça intéresse. Moi, mon objectif, c'est de vraiment faire un MVP le plus rapidement possible pour pouvoir présenter un produit. Donc un prototype. Un prototype, voilà. Et donc là, déjà grâce à ce week-end, j'ai eu plein de contacts. On va revenir là-dessus. D'accord, ok. Et du coup, sur les suites, ouais. Et du coup, sur les suites, c'est de créer rapidement un MVP et de le tester directement d'aller en fait faire de la prospection auprès des entreprises, parce que du coup les clients principaux seraient les grandes entreprises du CAC 40 qui veulent vraiment avoir ce mode de travail hybride où il y aurait 2 jours en télétravail, 3 jours en présentiel, et ils ont aussi cette volonté d'investir dans le confort de leurs collaborateurs. Donc eux, c'est vraiment le segment de clientèle principal. Donc le but, c'est de trouver une entreprise qui est intéressée pour implanter les cabines chez leurs collaborateurs et tester. Déjà un cas d'usage exactement concret, quoi. Voilà, et comme ça après on récolte du feedback, on améliore le prototype. Très bien, et écoute, super. Alors du coup tu prévois ça quand, pour la rentrée? Pour la rentrée là je vais travailler l'été sur ça. Étapes, ouais. Ok, ça va pas être de tout repos alors non, cet été. mais je suis contente, ça va aller vite, ça va être cool. Écoute, on te le souhaite. Et justement, tu disais tout à l'heure, GF Startup ce week-end, à fond pendant 2 jours. Ah ouais, raconte-nous un petit peu. Alors, franchement, pour être honnête, je m'attendais pas à grand-chose, parce que je savais qu'il y aurait des startups qui sont beaucoup plus avancées que moi dans l'idée. Donc la première étape, c'était, il y avait environ 30 il y avait 38 projets, peut-être. Oui, c'est ça. Et après, ils en sélectionnaient 8 qui allaient être accélérés pendant le week-end. Il y avait plein de projets incroyables qui étaient déjà bien développés. Ils avaient déjà une traction, ils avaient déjà des chiffres pour montrer que ça marchait. Ce qui n'était pas mon cas, parce que moi je suis vraiment au début du stade, et j'étais vraiment venue pour apprendre, vraiment. Je voulais rencontrer des mentors, je voulais tester mon idée, je voulais avoir l'opportunité de pouvoir pitcher mon idée à des personnes autres que mes amis et ma famille. Bien entendu. Donc c'est l'étape d'après, quoi. Oui. Donc ça, j'ai largement eu l'occasion de le faire, du coup. J'ai pu parler avec des mentors, j'ai pu avoir une équipe qui a vraiment planché sur mon sujet, parce que du coup, là, jusque-là, il n'y avait que moi qui réfléchissait sur le projet. Là, j'ai pu avoir d'autres cerveaux qui apportaient leur côté, et en plus c'était des secteurs d'activité, enfin c'était des secteurs d'expertise. Exactement, moi je réfléchis du coup comme une ingénieure en fait, mais il y avait une artiste avec moi, il y avait 2 filles qui font du droit avec moi, il y a une fille qui fait de la cosmétique, du coup elle réfléchissait marketing en général.
pour le vendre, bien entendu. Exactement. Donc là, j'ai vraiment, en un week-end, j'ai eu plein de nouveaux éléments que j'aurais jamais eu en temps normal, que j'aurais eu sur plusieurs mois, quoi. Et ben, on l'a senti de toute façon dans ton pitch de tout à l'heure, parce que tu as fait partie des 8 dernières. Oui. Et ben, écoute, Priyanka, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup à toi. Et écoute, c'était un plaisir et on diffusera en fait toutes les informations dans le podcast en description. Donc si vous voulez contacter Priyanka, ben, c'est simple, allez dans la description ou dans l'article de blog. Il y aura toutes les infos pour la contacter. Merci et bon courage à toi. Merci beaucoup. Salut. Lorraine de BS de Psycare. Bonjour Lorraine. Bonjour David. Eh ben, ravi de te recevoir au micro. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots? Bien sûr. Donc Lorraine de Besse, j'ai 39 ans, j'habite Paris, j'ai 2 enfants et je travaille aujourd'hui dans un grand groupe avec l'idée de créer ma propre entreprise dans le domaine de la santé mentale. Ok, maman entrepreneuse du coup. Absolument. Et donc tu as fondé Psycare. Donc j'ai fondé Psycare. Donc Psycare, ça vise en fait à mettre à disposition de l'employeur une solution pour accompagner les employés dans le cadre de leur santé mentale, de leur santé psychique au travail. Et comment ça t'est venu l'idée du coup? Alors l'idée, elle m'est venue parce que moi-même, j'ai été confrontée à une période d'anxiété dans ma vie et j'ai eu beaucoup de mal à savoir comment m'orienter en fait dans ce monde de la psy en général. Alors il y a les psychologues, il y a des coachs, il y a des sophrologues, des hypnothérapeutes, des psychanalystes, des psychiatres. Enfin c'est une galaxie qui est très importante, très vaste et complexe. Et donc j'ai mis du temps, j'ai été accompagnée dans mon entourage personnel, j'ai eu cette chance de trouver la bonne thérapie qui a permis de répondre à mon besoin. Et donc, c'est cette chance que j'ai envie d'étendre au plus grand nombre au sein de l'entreprise. Permettre que tout le monde puisse y accéder. Exactement, en tout cas, tout le monde puisse y accéder de manière beaucoup plus facile. Moi, c'est un problème que j'ai eu pendant longtemps et que j'ai résolu finalement assez tard. Et c'était très facile à résoudre. Et je me dis que j'ai quand même perdu un certain nombre d'années, que ça aurait été tellement simple de pouvoir le résoudre. Par exemple, au début de ma carrière, c'était plus difficile de parler en public, par exemple. Ça a généré du stress, un peu une boule au ventre. Et maintenant, c'est quelque chose que j'ai apprivoisé grâce à... Avec l'expérience. Avec l'expérience et puis grâce avec de l'aide thérapeutique. D'accord, très bien. Bah écoute, super projet. Et justement, t'en es où dans Psycare? Alors, donc là, aujourd'hui, je suis au concept de l'idée. J'ai les idées claires sur la façon dont je veux organiser le projet. La prochaine étape, ça va être de rejoindre un incubateur pour vraiment formaliser la solution et commencer à construire la plateforme que je souhaite créer. D'accord, très clair. Bah écoute, c'est limpide et je pense que ça adresse vraiment un sujet sociétal et ça s'est encore plus accentué avec ce qui s'est passé cette année et l'année dernière, j'imagine. Et justement, donc toi, ce que tu veux proposer, c'est ce logiciel à des entreprises c'est cette pour plateforme, qu'elles puissent anticiper un petit peu Exactement, c'est cette plateforme qui serait mise à disposition par les employeurs à leurs employés. En effet, enfin, tu disais, la situation, la crise sanitaire a évidemment eu un impact très fort. On voit on lit plein de statistiques qui sont très négatives. Par exemple, sur les managers qui ont été particulièrement... on les oublie, ceux-là. On les oublie, exactement, particulièrement vulnérables pendant cette période. Mais c'est aussi les jeunes qui sont arrivés dans des environnements où ils ont été mis en télétravail. Donc la cohésion d'équipe, elle est plus difficile à assurer. Ils ont aussi peur de perdre leur travail. Et puis ça a généré une souffrance psychologique qu'on note dans à peu près toutes les études qui sont menées auprès des salariés. Il y a une personne à peu près sur 2 qui souffre de stress au travail et c'est énorme. Et une personne sur 4-5 qui est en détresse psychologique. Donc, et c'est un tabou, donc les gens n'osent pas en parler, on ne le sait pas toujours. Parfois on le découvre quand c'est trop tard, alors qu'il y a des choses probablement très simples à faire pour accompagner pour mettre en œuvre, pour désamorcer avant des choses, que ça devienne avant irréversible. Que ça devienne très grave. Et justement, j'imagine qu'en plus plus on monte entre guillemets la hiérarchie de l'entreprise, moins on en parle. Parce que justement, c'est très difficile d'en parler parce que ça montre une vulnérabilité, ça montre une fragilité. Alors je dirais peut-être pour les hommes et pour les femmes de la même manière. Mais on a l'impression que c'est un aveu de faiblesse en fait de parler de ça, alors que moi je pense qu'au contraire
c'est une force de C'est ça, pouvoir c'est une intelligence aussi de pouvoir identifier un l'assumer, problème et de trouver une le solution. dire, et trouver une solution exactement, et qu'il n'y a pas de tabou, enfin ne devrait pas y avoir de tabou. Évidemment, c'est pas, l'employeur n'a pas à se mêler dans les détails de la santé mentale de ses employés. Il doit assurer un climat de bienveillance, etc., où les gens peuvent s'épanouir. Mais si ça arrive, et on sait que statistiquement ça arrive, il y a des situations qui sont difficiles, pouvoir offrir une solution d'accompagnement, pour moi c'est quelque chose qui est très important et qui à l'époque m'aurait aidé. Voilà. Bien sûr, et même d'un point de vue, si on regarde juste économique, quand on parle de burn-out, par exemple, c'est vrai que c'est un coût pour une entreprise de devoir gérer cette situation-là, au-delà même de l'impact mental et de l'ambiance globale que ça crée dans les équipes et dans le bien-être. Absolument. Alors les employeurs, c'est clair qu'ils sont directement intéressés à avoir Justement, j'allais te demander, est-ce que quand tu leur en parles, t'arrives à susciter leur attention? Absolument. Alors c'est un sujet qui n'est pas facile, parce bah, qu'encore une justement. fois, c'est un sujet qui est tabou. La psy, en général, fait peur. Mais cela dit, il est clair que c'est un sujet qui doit être de première importance pour les entreprises, parce que pour elles, c'est de l'absentéisme, c'est de la perte de productivité. Si je parle uniquement de la partie performance, de toute façon, c'est une obligation du Code du travail que de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la bonne santé mentale des employés. Il y a un enjeu évidemment de réputation, de marque employeur, une société où les gens vont mal, il y a beaucoup de burn-out, ça c'est, aujourd'hui ça se partage, il y a des sites pour ça. On en a vu popper quelques-uns. On en a vu popper quelques-uns, et donc c'est pour pouvoir recruter, pour pouvoir, c'est quelque chose pour moi qui est important pour les entreprises, et donc je suis vraiment convaincue qu'il y a un champ très important à explorer dans ce domaine. Eh ben super, et du coup les prochaines étapes du projet? Alors la prochaine étape du projet, déjà je suis très heureuse d'avoir gagné le 2e prix là, du GEF Startup, me reposer un tout petit peu, et puis donc les vacances, et puis surtout rejoindre l'incubateur. Et commencer à construire ton outil. Commencer à construire exactement, formaliser ma solution, commencer à parler technique. J'aimerais aussi, pour l'instant je suis seule fondatrice, j'aimerais m'associer avec une personne plus technique. D'accord. Bon, l'appel est fait donc, dans le podcast si vous êtes intéressé par ce projet-là. Une personne plus technique, et puis je m'appuie, et ça je l'ai déjà commencé à le construire, sur un réseau d'experts en psychologie, en psychiatrie, et cette partie-là, elle est oui, parce qu'il y a quand même cette expertise que tu proposes, ça ne sort pas de ton chapeau uniquement. Exactement, non, ça ne sort pas de mon chapeau, c'est très très important d'avoir des gens pointus qui ont une vraie caution scientifique. C'est absolument, c'est fondamental. Eh ben écoute, on poursuit, on transmet le message en tout cas à tous ceux qui nous écoutent. Et justement, t'en parlais, le week-end, là, comment tu l'as vécu? Comment ça s'est passé? Ça a été une expérience extraordinaire. C'était mon premier week-end start-up, donc quelque part, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et j'ai trouvé qu'il y avait une énergie vraiment très très puissante. C'est un samedi, un dimanche. Il y a des gens qui sont venus, dont le projet n'a pas été retenu, et qui ont quand même travaillé avec moi, à mes côtés, pendant 48 heures, la journée même et puis le lendemain. L'équipe a été au complet de A à Z, et ça a vraiment permis, avec des gens d'environnements très différents, de challenger, d'affiner. Ça t'a apporté quelque chose dans ton projet? Ça m'a vraiment apporté quelque chose dans mon projet, parce que les gens ont un regard qui challenge. Moi, j'ai besoin de feedback. Avec leur prisme à eux, en plus. Et, oui, absolument, leur prisme à eux, leur expérience en tant qu'employé, leur expérience aussi en tant qu'employeur. Et puis, j'ai eu un certain nombre d'intérêts aussi dans la salle, de gens qui m'ont dit qu'ils aimeraient explorer aller plus loin, et creuser en fait la possibilité de mettre en œuvre ma solution dans leurs entreprises, parce qu'il y a un véritable momentum. Et c'est quelque chose qui est très important, c'est que la santé mentale, jusqu'ici, c'était très difficile d'en parler, mais les choses, elles bougent vite. Tu sens qu'elles bougent là? Les gens ont beaucoup moins honte d'en parler, et quelque part d'afficher leur vulnérabilité. Et donc, je pense qu'il y a vraiment, aujourd'hui, c'est le bon moment pour lancer un projet de cette nature. Eh ben écoute, on sera au premier rang, en tout cas Lorraine, pour suivre tes actualités. Merci beaucoup. Et on te beaucoup. souhaite bon courage pour la suite. Merci David. Et félicitations encore. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple, partagez ou tout simplement parler du podcast autour de vous. Cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode,
Et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse, www.senpai.io, pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.